Ce 30 septembre marque jour pour jour une année de gestion du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition. Une année que le Burkina Faso et l'Afrique découvraient le jeune capitaine de 34 ans. Que retenir aujourd'hui en termes de bilan du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023? Voici, mesdames et messieurs, le sujet retenu pour cette tribune du jour. Et pour cette tribune, je suis accompagné par 4 professionnels de médias que je m'en vais vous présenter. Nous avons Abdoulaye Tao, directeur de publication du journal L'Économiste du Faso, Ousmane Paré, journaliste indépendant, Idrissa Koumbem, journaliste à la Radio Liberté, et enfin Michael Tougri, rédacteur en chef de la télévision True TV. Ce 30 septembre marque donc jour pour jour une année de gestion du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Et que retenir de cette date? Nos confrères des éditions L'Économiste du Faso nous présentent un édito intitulé « Jusqu'à quand ?» De quoi s'agit-il? Bon, en fait, c'est dans la perspective de l'anniversaire, on anticipait un peu par rapport à la guerre que mène le Burkina depuis, enfin la nouvelle guerre, parce qu'on suppose que depuis le MPSR 2, les choses sont en train de changer et que les choses avancent plus ou moins dans le sens que tout le monde souhaite. Mais la question que nous nous posions dans cet éditorial, c'est de voir effectivement jusqu'à quand va durer la guerre. En filigrane, il y a l'effort de guerre. Et je crois que les attentes sont aujourd'hui concentrées sur ces deux aspects. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, plus la guerre, moins la guerre va durer, moins on va concentrer à l'effort de guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'effort de guerre aujourd'hui, c'est quoi? Les revenus n'ont pas augmenté. Il y a l'inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages, et en plus il y a les mesures prises dans le cadre de l'effort de guerre qui d'une certaine façon influencent le pouvoir d'achat des ménages. Donc la question c'est à deux volets. Il y a la guerre, jusqu'à quand, et puis il y a l'effort de guerre, jusqu'à quand. Donc on espère que à l'an 1, justement on est en train de faire le bilan. Le bilan va permettre de dire qu'on est dans une bonne perspective, on espère, pour que la guerre soit un mauvais souvenir, peut-être dans 1 an ou 2 ans. Puisqu'on parle de bilan, la priorité était connue dès le départ de cette transition. C'est d'abord la reconquête du territoire, retour à la sécurité. Justement, quel bilan est-ce que vous faites sur le plan sécuritaire? Justement, dans l'éditorial, on précise en attendant la cartographie de la reconquête que le gouvernement va nous faire. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a un effort financier qui est fait, il y a un effort militaire dans la formation, l'équipement, l'achat d'armes, dont la puissance de feu, c'est un fait à augmenter. Notre armée est plus mobile, mieux équipée, avec une puissance de feu qui, je ne vais pas tenter de dire, mais qui est en train de passer peut-être du simple au double. Donc ça, c'est un constat sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qu'on observe à travers le communiqué officiel qu'on nous transmet, c'est que nos éléments vont chercher, quand ils le peuvent, les terroristes là où ils se trouvent. Donc la physionomie, il faut être honnête, a changé sur le terrain. Maintenant, en attendant des bilans, comme je dis, une cartographie réelle pour permettre d'évaluer l'état réel de la reconquête du territoire, ça, je ne peux pas, on ne peut pas s'hasarder à dire qu'on a, au début de la guerre, on a annoncé 40% de territoire entre les mains des terroristes. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement peut nous sortir un bilan chiffré de ce côté? Bon, si tel est le cas, on appréciera en conséquence. Le Premier ministre avait parlé de 65%. Si c'est cela, tant mieux. Mais ce que je veux dire, effectivement, s'il y a une cartographie qui permet de dire dans telle zone, c'est sécurisé, et que maintenant les déplacés peuvent repartir, comme on a vu à Yako. Il y a une région à Yako où effectivement les déplacés sont répartis. Le gouvernement a annoncé, je crois, des dizaines de milliers de gens qui sont répartis. Je crois que c'est un mouvement aussi qui s'enclenche. Mais ce que les Burkinabés attendent, c'est que ça s'amplifie. C'est pour cela aussi, justement, nous disons jusqu'à quand. Le jusqu'à quand, c'est tout ça. Est-ce qu'on va à quelle vitesse? Et sachant que le peuple aussi est pressé de quitter cette zone rouge-là pour retrouver un peu la quiétude d'antan.
D'accord. Alors Ousmane Paré, le capitaine Ibrahim Traoré a bouclé une année à la tête de la transition. La priorité était connue, c'est la reconquête du territoire. Quel est le bilan que vous faites? Difficile de faire un bilan en l'absence donc de données officielles, comme le disait donc Tao. Mais en même temps, je crois qu'on a des éléments sur lesquels on peut se fonder et dire peut-être que les promesses sont tenues. Parce que le président disait à la prise de pouvoir qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de temps, que le délai même qui lui avait été accordé par les assises était trop, donc pour la reconquête du territoire. Et je crois qu'on est dans cette logique-là. Parce que vous l'avez dit, hein, quand la dernière rencontre sous Damiba avec la CEDEAO, on disait que c'était environ 60% du territoire qu'on ne maîtrisait pas, les terroristes occupaient 40%. Et vous l'avez dit il y a quelques mois, le Premier ministre a dit qu'on contrôlait 65% de notre territoire. Ça fait depuis là quelques mois. Et après ces mois, je crois qu'il y a eu beaucoup d'offensives. Et je me dis que si on suit un peu la logique, on doit être à environ 90, peut-être plus, de part de notre territoire que nous maîtrisons. Et si vous écoutez aujourd'hui le discours officiel, c'est qu'on veut même modifier la Constitution. Je ne sais pas si on va passer par la voie référendaire. Mais si on s'en tient en tout cas à ces éléments, ça veut dire qu'on a le contrôle d'une très grande partie de notre territoire. Et vous avez vu les chiffres aussi pour ce qui concerne les déplacés qui sont répartis chez eux. Donc on s'est dit qu'il ne reste vraiment plus grand-chose à faire, qu'on est en train de sortir tout simplement de cette transition. Voilà, pour dire que les promesses qui ont été formulées dès le départ ont été tenues. Et si à quelques mois on était à 65%, peut-être que là, on est en tout cas à plus de 80% de notre territoire, donc qui est sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit en me fondant bien sûr sur les annonces officielles. Maintenant, au-delà justement de ces annonces officielles, et là où je vais glisser sur un terrain qui est beaucoup risqué, parce que c'est de faire tout simplement une analyse à partir donc de la manifestation donc des événements sur le terrain, et c'est que malheureusement le constat est que la situation est encore beaucoup plus tendue sur le terrain, et que certainement il y a encore beaucoup d'efforts à faire donc par rapport certainement aux ambitions de départ. Parce que pour ce qui concerne les zones qui échappent au contrôle de nos forces de défense et de sécurité, et n'oubliez pas qu'à Wayoguya, à côté, donc ces derniers temps, même si ce n'est pas officiel, il y a beaucoup donc de mouvements d'incursion et des groupes terroristes par exemple qui ont été annoncés. Vous avez la situation par exemple à Kumbri. Je crois que Kumbri c'était un peu dans la même logique que Solenzo, où on voulait tout simplement reconquérir et puis maintenant implanter le drapeau. Malheureusement, selon en tout cas certaines sources, les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Vous avez vu cette campagne qu'il y a eu au début pour dire que Kumbri a été récupéré avec des drapeaux qui flottaient, mais malheureusement on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué justement que cela. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'on a une communication globale ambiante qui fait comprendre justement qu'il y a une grande progression, que pratiquement tout est réglé, parce que si on doit rester sur ces chiffres-là, mais que la réalité peut paraître tout autre. En fait, c'est lié tout simplement à la complexité de la situation. Qu'il y ait temps, par exemple, qu'on puisse faire davantage comprendre aux populations la complexité de la crise à laquelle... Pour vous, Kumbri a été la tâche d'huile. La tâche, je ne sais pas. J'évite vraiment d'aller sur ces éléments parce qu'on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent tout simplement de dire ce qu'il en est au juste. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'officiellement, c'est Solenzo qui a été repris. Il y a eu toute la communication officielle autour de Solenzo. En dehors de Solenzo, il y a eu la campagne par rapport à Falangutu où on n'a pas eu d'éléments en tant que tel. Donc, en dehors de ces localités, on annonce régulièrement des zones qui ont été récupérées par les forces de défense et de sécurité, et on dit que pour des raisons de sécurité, on évite tout simplement d'en parler. Donc, vous voyez que là, ça devient un peu risqué de dire ce qu'il en est. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, j'ai dit pour moi, le bilan est vraiment mitigé et qu'on ne sait pas en réalité dans quelle situation nous nous trouvons.
On ne sait pas si effectivement il y a des parts du territoire importantes qui ont été récupérées par les forces de défense et de sécurité, ou si au contraire il y a une progression par exemple de la part des forces ennemies, donc des groupes armés et terroristes, et que les informations qui nous reviennent, autant les forces de défense et de sécurité avancent sur le terrain, arrivent à mener des opérations, autant malheureusement on subit parfois donc des attaques de la part des forces de défense et de sécurité, et que la réalité est que la situation reste toujours assez difficile et qu'il faudra encore attendre pour pouvoir fêter la victoire. Abdoulaye Tao semble avoir un avis contraire. Non, pas vraiment contraire, mais justement il est revenu, j'allais dire, à de bons sentiments. Effectivement, la situation est très complexe. Et donc, il y a l'illusion des chiffres. Il ne faut pas donner l'illusion des chiffres. Parce que tout le monde sait que le terrain est complexe et que l'adversaire est mobile et qu'il n'y a pas un front en tant que tel. On peut nous frapper n'importe où, n'importe quand, mais c'est vrai que quand on regarde la physionomie de la guerre, on sait que par exemple, il y a des régions où nos gens ne vont jamais s'installer. Les PDI n'ont pas encore assez de garanties pour s'installer. Donc ça fait que souvent quand on communique sur la reconquête du territoire, il faut faire très attention parce qu'il y a des îlots effectivement qui sont libérés, préservés, mais quand on vous lance la balle comme ça, moi j'ai tout de suite besoin d'une carte pour mieux apprécier. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention parce que la situation est complexe. Autre élément aussi, là où il faut faire attention à la communication en termes de bilan, vous voyez les PDI. Et on dit qu'il y a des dizaines de milliers qui sont répartis. En soi, c'est très bien. Et c'est un signe qui montre que la situation est en train de changer. Aussi, comme on l'a rappelé militairement également, ça change. Mais il faut faire attention. Parce que si on reste dans les chiffres, on va se gourer. Parce qu'aujourd'hui, tous les PDI là, ne vont pas retourner chez eux. Vous avez tout à l'heure parlé de cartographie. Est-ce qu'avec ces chiffres-là, on ne peut pas se donner une idée ? Non, c'est vrai, il faut faire attention aussi aux chiffres, quoi. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de 2 millions et quelques de PDI. Je pense que même quand le territoire sera libéré, les 2 millions de PDI qu'on a entre Ouaga, Kaya, Djibo, machin, ils ne retourneront pas tous. Il y en a qui ont déjà traversé la frontière de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, je pense que l'objectif là, c'est déjà de sécuriser toutes les zones qui sont sous contrôle, qui permettent une activité économique, une activité pastorale et agricole. En ce moment, les gens, on peut évaluer une ceinture à l'intérieur de laquelle nous menons une vie quand même assez paisible. D'accord, très rapidement. Juste, en fait, c'était ça l'idée, c'était sciemment fait, pour montrer un peu l'absurdité des chiffres. Donc voilà pourquoi je suis allé sur les chiffres. Vous n'y croyez pas du tout apparemment. C'est là que je dis, si effectivement 40%, si effectivement il y a quelques mois on était à 65%, ça dit qu'on est à 90-95%. Est-ce que logiquement on est à 90-95%? C'était juste amener la réflexion donc par rapport aux chiffres. Et c'est la même chose par rapport aux populations déplacées internes. Si on va dans la logique des chiffres, alors qu'au même moment, on a refusé de communiquer sur les chiffres des populations déplacées. Vous savez que le dernier bilan faisait plus de 2 millions de populations déplacées internes. Des chiffres qui ont été donnés par le ministère, une structure du ministère de l'Action humanitaire. Et que c'est la même ministre du même département qui est allée sur le plateau de la RTB pour contester des chiffres qui ont été donnés par ses propres agents. Et depuis lors, on n'a plus assisté, on n'a plus vu des chiffres qui ont été communiqués. Et après, on dit qu'il y a tel nombre de populations qui sont reparties chez elles. Donc, c'était juste dire, c'est vrai, il y a des chiffres, mais il faut faire attention avec tout ce qui est communiqué comme chiffre. Donc, c'était l'idée de départ. D'accord. Alors, Michael Tougri, Abdoulaye Tao parle de cartographie nécessaire pour comprendre en fait. Au niveau d'Ousmane Paré, on estime que le bilan semble mitigé. Quel est votre avis par rapport au bilan sécuritaire? Oui, il faut le dire. Moi, je suis d'accord avec Ousmane Paré. Le bilan, il est mitigé. Quand bien même que lorsque vous regardez un peu les annonces du président dès la prise du pouvoir, il a dit c'est la guerre, c'est-à-dire qu'il faut reconquérir le territoire. Et quand il est venu, il a créé il a créé des régions militaires, il a créé des unités mobiles, des groupements mobiles. Il a fait quoi? On a recruté 90 000 VDP. Lorsque vous écoutez les spécialistes, ils vous disent dans les 3 pays, Mali, Niger, les terroristes ne dépassent pas 10 000. Alors que si chez nous on mobilise 90 000 VDP, on a recruté des forces de défense et de sécurité au niveau bien de l'armée de terre, au niveau de l'armée de l'air, au niveau de la gendarmerie.
on a mobilisé beaucoup d'éléments. Donc, lorsque vous regardez le bilan, ils l'ont dit, c'est difficile de donner des chiffres. Même l'autorité a peur de donner des chiffres. Le chiffre que le Premier ministre a donné à l'Assemblée nationale, 65%. Depuis lors, il n'y a plus de chiffres. Il n'y a pas que les 65%. Au dernier Conseil des ministres, on a parlé de 197 000 PDI qui devraient retourner chez elles. Donc en gros 200 000. Et c'est resté comme ça. Donc c'est-à-dire 200 000 sur, en gros 2 millions, ça fait c'est quoi? C'est 10%, ou peut-être 1%. Donc ça fait qu'actuellement, tant que l'autorité ne sort pas pour dire voici, dans le processus de reconquête du territoire national, voici là où nous sommes, voici ce qu'il faut faire. Et moi, je discutais avec souvent certains militaires, ils vont vous dire que la reconquête, elle est difficile dans cette période hivernale. La reconquête sera beaucoup plus intéressante lorsqu'on va sortir de cette période-là, parce que en termes de mobilité, c'est difficile. On a des zones où vous ne pouvez pas vous déplacer. Quand il pleut, c'est difficile. Par exemple, dans la zone de l'Est, quand il pleut, c'est une zone qui est assez... il y a beaucoup de choses de forêt. Donc, du coup, le couvert végétal, il est beaucoup plus dense. Donc, du coup, l'ennemi, il est caché et puis il vous regarde. Même les activités des groupes armés terroristes, vous allez voir qu'en cette période-là, il y a certains groupes qui n'engagent pas le combat. Ils se retranchent tranquillement et ils attendent. Donc, moi, j'ai l'espoir, je pense que lorsqu'on va sortir cette période hivernale, peut-être à partir d'octobre, novembre, on quitte. Mais je pense que la puissance de feu va permettre d'amener peut-être d'ici janvier, peut-être à une reconquête du territoire, peut-être autour de 70-80%. Mais est-ce qu'il y a évolution entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023 sur le plan de la reconquête? Oui, il y a évolution, parce que lorsque vous regardez, je suivais un documentaire très intéressant de notre confrère de la RTB sur la mobilité des forces de défense et de sécurité pour ravitailler certaines localités qu'il y a plusieurs années, peut-être vers Pama. C'était difficile d'arriver, mais les forces de défense et de sécurité burkinabè sont arrivées. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est difficile, mais il y a des endroits où nos éléments aussi ont pu mettre le pied. On a Solenzo, on a Kumbri, même si souvent c'est discutable, mais on a beaucoup de localités qui ont été reconquises parce que l'autorité, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas communiquer, mais elle a ses raisons, parce que souvent elle dit, lorsqu'elle communique, ça peut aussi amener les... il y a des contre-coups aussi. Sinon, par exemple, peut-être je ne vais pas trahir le secret, dans la localité de Centre-Est à Kaya, il y a un processus de réinstallation des personnes déplacées internes, mais le gouvernement ne communique pas sur ça. Le gouvernement a ses raisons. Donc ça peut dire que dans le processus de reconquête du territoire, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, même s'il y a des difficultés. D'accord. Alors Idriss Combem, il y a tout de même eu des acquisitions de matériel, une réorganisation de l'armée, il y a eu les créations des brigades d'intervention rapide et tout. Finalement, quel est le bilan que vous faites, la gestion sécuritaire en une année du capitaine? Alors, parler de gestion, c'est revenir également sur le volet militaire dont vous avez fait cas tout de suite. En termes d'acquisition de matériel, il y a la réorganisation et la restructuration au niveau des unités des forces combattantes. Mais pour moi, ça, ce sont des objectifs à atteindre. Et dont la finalité de tous ces objectifs-là, c'est la reconquête du territoire. Ça veut dire qu'on a franchi un pas, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés pour la finalité. Maintenant, c'est sur la finalité maintenant qu'on peut juger maintenant et puis apporter une appréciation claire. On a recruté des VDP, on a renforcé les effectifs des militaires avec la capacité de feu également. Ça, ce sont les conditions qu'il fallait réunir pour aller à la reconquête. Mais on a réuni. Maintenant, sur la reconquête du territoire, c'est là véritablement que le bilan pour le moment, à mon avis, est mitigé. Voilà. Parce que quand vous regardez également, comme les prédécesseurs l'ont dit, et on parle des personnes qui ont été réinstallées et des zones qui ont été libérées. Tant qu'on n'a pas une cartographie claire pour nous dire c'est dans cette partie du Burkina que les gens sont répartis, c'est difficile au regard également des éléments qu'on a sur le terrain. Par exemple, prenez aujourd'hui, vous savez que l'axe Kaya-Dori est impraticable, on ne peut pas pratiquer. Maintenant, vous imaginez, est-ce que si on réinstalle une population entre Kaya-Dori, est-ce que dans ça c'est consolidé pour que les gens puissent
vivre dans ces zones-là. En fait, la difficulté, c'est ça. Et presque, il y a des grands axes dans ce pays-là où on ne peut plus pratiquer. Même les questions de ravitaillement, ça veut dire si vous arrivez à parler même de ravitaillement, ça veut dire ça ne va pas. Ça veut dire on ne peut pas aller normalement faire les trucs. C'est pour cela que vous allez organiser des convois pour ravitailler. Quand on est dans cette situation, ça veut dire que c'est difficile. Donc, pour me résumer, je dirais que les objectifs pour la conquête du territoire sont réunis. Voilà, parce que la réorganisation et autres, ça, ce sont les objectifs. Maintenant, la finalité, jusque-là, n'est pas aussi perceptible sur le terrain et il va falloir attendre pour voir est-ce qu'avec les objectifs qu'on a atteints là, tout ce qu'on a acquis comme matériel et la réorganisation là, on pourra en tout cas dans un futur, on l'espère proche, arriver à la finalité qui est de reconquérir en tout cas toute la partie du Burkina, du pays, qui est en tout cas sous contrôle des groupes armés terroristes. Oui, Abdoulaye Tao. Je pense que le piège des bilans, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça va montrer... l'exercice permet de voir les attentes aussi des gens par rapport à ce qui a été dit au départ. Le président avait parlé de 3 mois, tout le monde savait qu'en bout de 3 mois... Mais comme il vient de le souligner, en termes d'organisation, pour faire la guerre, on a fait ce qu'il fallait. Et au niveau des choses de l'Assemblée et au niveau du ministère des Finances, on a fait ce qu'il fallait pour que l'armée, les VDP soient dans les conditions pour faire la guerre. Aujourd'hui, si on devait faire un bilan, peut-être si dans le plan d'action de la transition, on nous avait dit à l'an 1, on estime qu'on aurait reconquis 15% du territoire libéré et occupé. En ce moment, on pouvait les juger sur les chiffres qu'ils vont eux-mêmes donner. Mais aujourd'hui, en l'absence de ces chiffres précis, ce qu'on peut dire, c'est de relativiser. On est tous d'accord que sur le terrain, les choses sont en train de changer. Il y a une dynamique qui est enclenchée, qui est en notre faveur. Si on regarde ce qui s'est passé avant le MPSR2, il y a une dynamique au plan militaire, au plan de la guerre, au plan de l'offensive, qui est là. Maintenant, tout ça crée une nouvelle attente. C'est l'accélération maintenant de ce processus qu'on attend, peut-être pour l'an 2, pour qu'on ait plus de visibilité sur les territoires libérés, et le retour des PDP. C'est vrai qu'en une année, ils ont pris le pouvoir en novembre, c'est vrai, ça fait une année. Le temps de mettre le dispositif, si libérer le territoire en une année, je crois que on allait être les premiers à sauter à leur cou et à les féliciter. Mais justement, on a parlé d'acquisition de matériel et qui dit acquisition doit parler nécessairement de moyens économiques. Est-ce que économiquement les lignes ont bougé au cours de ces une année de gestion? Dans quel sens? Moi, quand on regarde au plan strictement de la mobilisation de ressources, nous on avait écrit un article, on a dit que la guerre dope un peu les finances publiques. C'est-à-dire qu'il y a eu cette capacité au niveau du gouvernement et du ministère des Finances de rechercher toutes les niches possibles pour pouvoir avoir des ressources additives pour faire la guerre. Et ça, on peut leur tirer le chapeau, même si en dernier ressort, c'est le citoyen qui paye, mais ça s'appelle d'ailleurs effort de guerre. Donc ça, il fallait y penser. Et ça, il faut les féliciter pour ça. D'autre part, ça fait près de 2 ans, si on compte avec le MPSR1, qu'on est en guerre. Les finances publiques, de façon générale, quand vous regardez nos recettes, douanes, trésors, impôts, montent. Il y a un effort de recouvrement, justement parce qu'il faut qu'on finance la guerre. Il y a un effort de recouvrement qui est fait. Et je pense que c'est un bon point. Parce que si là-bas ça baissait, ça veut dire qu'on va financer et même le fonctionnement de l'État avec quoi. Donc de ce côté-là aussi, il y a une forme de stabilité qui permet de faire la guerre. Maintenant, on peut critiquer ce qui s'est passé. On peut avoir des points de vue divergents sur comment ils ont fait un certain nombre de choix. Par exemple, quand Tambao et Inata ont cèdé le permis un peu
dans la façon... la passation de marché. Voilà, la passation de ce permis-là, ça a un peu choqué certaines personnes qui ont cru au bradage, mais tout ça, c'était dans le cadre des stratégies de mobilisation de fonds. Dans le même cas de figure, on peut mettre les réquisitions des productions des mines de Inata et de Bissa et de Oundé Gold. Tout ça, ça participait à leur... Mais je pense qu'ils avaient une contrainte au corps, donc ils ont réussi. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu parles d'objectifs, eux, leur obsession, c'était de réunir les moyens pour avoir les armements, les équipements, recruter les gens qui voient le combat. Et de ce côté-là, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de leur tirer le chapeau pour dire qu'ils ont fait le job. On peut apprécier différemment, mais ici, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Vous faites bien de parler des mines. Le ministre en charge des mines dit que tout est ouvert apparemment et que pour 2023, la production au niveau minier est en hausse. Oui, moi. Là, il y a des mines quand même qui sont fermées, hein. Mais ici, il faut compter sur la surproduction. L'élément important, c'est qu'il y a une surproduction. Mais cette surproduction aussi, elle s'explique par quoi? Par le fait que les gens se disent, j'ai un permis de 7 ans, mais je ne sais pas si dans 7 ans, je serai là, avec la guerre. Donc les gens dopent les machines pour produire un peu plus. Ça nous arrange parce que le coût de l'or est au plus fort. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que nos recettes, on ne sent pas, malgré les mines qui sont fermées, le peu de mines qui restent arrivent à produire des recettes, des ressources pour l'État qui permettent d'équilibrer nos comptes. D'accord. Alors, Ousmane Paré, est-ce que économiquement, les lignes ont bougé quand on sait qu'il y a eu pas mal de taxes qui ont été instaurées? Non, vraisemblablement, parce que avec tout ce qu'il y a eu comme peut-être ressources additives dont on n'a pas bénéficié, qu'on arrive à tenir, même si c'est sur un pied, peut-être qu'on peut l'apprécier. Mais en même temps, dans l'appréciation globale, je voudrais qu'on tienne compte d'un élément, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique, c'est aussi en fait, le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas disponibles et qu'il y a de plus en plus une réorientation de notre regard sur un certain nombre d'éléments. C'est la même chose par exemple par rapport à la situation sécuritaire. Vous voyez qu'on ne peut pas avancer de chiffres, il est un peu difficile d'apprécier. Donc on ne peut que se contenter du son ambiant. Parce que quand vous partez ailleurs, ou vous consultez par exemple d'autres études, des structures, des ONG qui ont l'habitude justement de travailler sur la situation sécuritaire, que ce soit ici au Burkina ou ailleurs, vous avez des études comparatives, vous vous rendez compte qu'en termes de bilan, en fait, en termes de chiffres, il y a quand même de plus en plus, en fait, il y a beaucoup plus de morts pour ce qui concerne la situation. Il y en a qui vont dire que c'est parce que justement les forces sont dans une situation donc voilà, dans l'offensive, que c'est ce qui peut faire. Donc vous voyez qu'on est dans l'interprétation. Vous avez des situations quand vous passez par exemple du président Roch Kaboré à Damiba, de Damiba au capitaine Traoré, vous savez que quelque part aussi il y a des dégradations par rapport à des localités qui n'étaient pas occupées, qui ont été occupées par exemple durant au cours de l'année dernière, des écoles par exemple qui n'étaient pas fermées, qui se sont fermées. Quand vous voyez les chiffres à ce niveau, il y a quand même une croissance. C'est la même chose pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité qui sont tombées. Il y en a quand même beaucoup. Donc, mais malheureusement ou heureusement, ce sont des chiffres sur lesquels on ne communique pas, qu'on n'a pas. Donc c'est là je dis il y a le son ambiant donc qui peut faire croire effectivement qu'il y a une avancée. Alors que quand vous preniez, que ce soit sur Roch Kaboré ou sur Damiba, il y avait beaucoup de communication autour des pertes des forces de défense et de sécurité, donc qui peut biaiser un peu l'analyse que nous sommes en train de faire. Maintenant, si on va sur les chiffres encore une fois, qui sont communiqués par d'autres centres de recherche, vous allez effectivement vous rendre compte que, en fait, il y a beaucoup de victimes. C'est la même chose par rapport, par exemple, à ce qui concerne tout ce qui est fait comme effort ou autre sur le plan économique. Parce que moi, il y a une question banale que je me pose, et c'est la question, par exemple, du lien entre la corruption, la fraude et, par exemple, l'insécurité terroriste. Au niveau des actions, on voit que, moi, je me pose la question, pourquoi les actions ne sont pas plutôt orientées vers ces aspects
que vers justement l'effort qui est demandé au niveau des populations. Le premier élément, vous vous souvenez qu'en 2015, après la transition, après l'insurrection, on s'était rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle les restes à recouvrer, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent à l'État qui ne payent pas. Malheureusement, sur le Kaboré, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais je ne crois pas qu'on soit vraiment suffisamment comblé. Et la question, c'est est-ce que avec ce régime, il y a eu des actions justement allant dans ce sens, pour que ceux qui doivent véritablement payent ce qu'ils doivent à l'État. D'abord ceux qui ont des crédits, ou que les entreprises les plus nantis, en réalité, qui souvent ne sont pas forcément à jour donc, du fisc. Est-ce qu'il y a eu des actions dans ce sens? Ça, c'est le premier. On a eu un certain nombre de rapports avec la SELC. Ben justement, ça, j'en viens. Avant la chute de Roch Kaboré, il y a un rapport qui a été déposé sur sa table, quand il s'est engagé, par exemple, dans son opération main propre. Mais vous vous rendez compte qu'apparemment, on n'a pas senti, en tout cas, une certaine volonté d'aller justement vers ces dossiers liés à la corruption et de faire rendre gorge. C'est la même chose pour ce qui concerne la question de la fraude. On sait que le terrorisme est beaucoup plus alimenté par la fraude, à tous les niveaux. Et il y a la fraude donc de l'or, il y a la fraude du carburant, mais il y a aussi, même à l'interne, vous vous souvenez que les premiers jours du capitaine Traoré au pouvoir, il y a 2 grands événements, malheureusement que les Burkinabés apparemment ont oublié. Le premier, c'était par rapport au convoi, où vous vous souvenez que le président, lors d'une rencontre, je crois que c'était avec des organisations de la société civile, a dit que les Burkinabés sont méchants. Et pourquoi? Parce que quand ils ont voulu ravitailler certaines localités, et les gens ont surenchéré un peu les coûts donc pour le transport. Quand le président l'a dit, tout le monde a applaudi, on était content. Voilà, il dit la vérité. Et juste après, il y a des audios qui ont commencé à circuler où les commerçants disent qu'en réalité, ce n'est pas eux qui ont fait la surfacturation, mais c'était les intermédiaires, en fait, les missionnaires. Et après, on dit que non, je crois qu'il y a eu une enquête qui avait été enclenchée, un truc comme ça, et finalement, on n'en a plus entendu parler. Est-ce que ces pratiques continuent ou est-ce que ces pratiques ont cessé? Et l'autre aspect, c'est les motos Aoulaba, à un certain moment qu'on avait acheté, je crois que c'était pour les VDP. Et je crois que le président aussi s'était prononcé sur la question. Et il a été établi que c'était à l'interne, justement, que la pratique de corruption sévissait. Et quelle est la suite? En fait, je rappelle cela. À son grand entretien, le chef de l'État en a parlé, il avait réglé cette affaire. Ça avait été... Il en a parlé sur cette affaire de moto Aloba. Il en a parlé lors de son grand entretien. Parce qu'il y avait plusieurs aspects. Donc, pour ce qui concerne les motos... Cette affaire de 400 millions. Justement, ça fait 2. Donc, pour dire quoi? Que la question de la corruption, qu'on le veut ou pas, c'est une question centrale dans la lutte contre le terrorisme. Et que pour avancer sur la question, il faut des actions fortes. Amener des gens qui sont impliqués dans des dossiers de corruption, qui ont déjà été réglés par la SELC et autres, et de pouvoir faire la lumière sur l'ensemble de ces dossiers. La même chose pour ce qui concerne la fraude et autres aspects. Maintenant, pour ce qui concerne les autres éléments liés à la mobilisation, encore une fois, ça devient des questions militaires pour qu'on puisse savoir exactement. C'est vrai qu'il y a des bilans qui sont faits de façon plus ou moins régulière par rapport à ce qui est fait, des ressources qui ont été mobilisées, donc liées à l'effort de guerre. Ce que je dis tout simplement, c'est que nous sommes dans une situation très difficile, où des ressources qu'on avait habituellement, on ne les a plus, et qu'on est obligé justement de compter sur nous-mêmes pour pouvoir financer ce que nous sommes en train de faire. Donc ça demande beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de rigueur dans la gestion des ressources. D'accord. On prend également votre avis, Idrissa Koumbem, sur la gestion économique pendant ces 1 année de gestion de la transition. Est-ce que les lignes ont bougé selon vous? Bon, de mon constat, moi je ne suis pas satisfait de la gestion économique, malgré les chiffres qu'on a avancés ici pour justifier l'effort de guerre. Moi je crois qu'il y a des niches sur lesquelles le gouvernement pouvait s'appuyer pour mobiliser les ressources et ne pas en tout cas se rabattre sur le pauvre citoyen. Donc en tout cas le pouvoir d'achat est aussi en dessous ou bien en deçà carrément même du niveau de vie actuelle. Quelles sont ces niches? Voilà. Vous prenez par exemple au niveau des mines. Le Fonds minier de développement local, vous vous souviendrez qu'en juin, le gouvernement l'Assemblée a voté une loi pour prélever des fonds dans le Fonds minier de développement local, où les sociétés minières contribuaient qu'à 1% pour le Fonds minier de développement local. Pour un gouvernement qui s'est dit révolutionnaire, ou plutôt anti-impérialiste, là, c'était de travailler pour que les sociétés augmentent, même si c'est à 2%. Mais on ne vient pas pensionner pour ce qui devrait être assuré pour le développement des collectivités locales et on prend ça pour mettre dans l'effort de guerre. En réalité, c'est le pauvre citoyen qui contribue et les grands restent. Prenez par exemple la Brakina.
on dit qu'il faut augmenter le prix des boissons. Et on augmente. Alors que, quelle est la contribution de la Burkina maintenant? C'est le gouvernement même en complicité avec la multinationale. Non, bon, ok. Donc je retire peut-être. Mais dans le cadre de l'effort de guerre, on a dit à des multinationales qui sont là d'augmenter le prix de leurs produits et de reverser au niveau de fonds de soutien patriotique. Non, moi je pensais que ces sociétés-là, ces firmes multinationales-là font suffisamment de bénéfices à coût de milliards. Et c'est à eux, notamment, de contribuer et non pas venir se rabattre sur vraiment le pauvre citoyen. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Comme on l'a dit, le revenu ne s'augmente pas. Et il y a les taxes du jour au lendemain. Moi, je crois que ce n'est pas une stratégie pour le moment pour dire que sur le plan économique, on essaie de faire la relance économique. C'est très simple aujourd'hui de se lever et dire que bon, comme on n'a pas les ressources, il faut augmenter le carburant de 100 francs, les gens vont payer. Pour moi, ça, c'est vraiment très simple, quoi. Voilà. Et ça ne peut pas continuer parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus supporter. Et c'est ça véritablement, comme l'édito des doyens et de l'économiste, il l'expliquait au début, jusqu'à quand? Voilà. Quand vous vous mettez dans cette poursuite, jusqu'à quand et vous n'avez pas de date précise de la fin de la guerre, ça amène à dire qu'à partir de cet instant-là, il faut penser autrement et ne pas se contenter peut-être que de contributions, des taxes qu'on pourrait quand même récupérer du citoyen. Donc, est-ce que vous êtes d'avis avec ce qu'il dit par rapport au fonds minier de développement local? Sur le fonds minier, il y a une précision à faire. Bon, c'est le fonds est constitué. Il y a deux parties qui contribuent au fonds. Il y a les 1% du chiffre d'affaires des entreprises minières et il y a une partie des taxes superficielles que l'État récupère qui constitue le fonds. Et c'est beaucoup d'argent. Maintenant qu'on est en guerre, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais ça permettait aux communautés de mener des activités. Mais nous, on a été parmi les premiers à penser au fonds minier de développement comme contribution à la guerre pour éviter justement de toucher les revenus des populations. Parce que si vous reprenez par exemple une zone comme Patiaga, à 13 à l'est, qui normalement en temps de guerre, c'est une région qui allait se développer énormément parce qu'à chaque année, à chaque versement, ils avaient presque 1 milliard ou plus d'1 milliard. Donc, l'objectif du fonds minier, c'était de permettre justement aux communes riveraines là, de se développer. Mais maintenant, comme la commune même, entre guillemets, n'existe pas, parce que tout le monde est parti, enfin la majorité des populations est partie, l'autorité municipale inexistante, même si vous avez l'argent, vous ne pouvez pas travailler. Donc l'idée est venue de dire, bon, autant les miniers contribuent d'une autre façon à l'État. Là, c'est de l'argent qui est posé, qui devait servir au développement. Tant qu'à faire, mettons-le. Voilà l'esprit un peu de la ponction qui est faite actuellement sur le fonds minier. Maintenant, les 1% qu'ils ont obtenu, c'était la bagarre. C'est la société civile qui a fait cette bagarre. 1% du chiffre d'affaires, bon, les minimes ont trouvé que c'était beaucoup, ils voulaient 0,5%. C'est vraiment, ils se sont tirés pour avoir les 1%. Maintenant, on peut effectivement trouver d'autres statuts. Peut-être par la loi ramener à 1, 2, 3%, enfin 2%, 3%. Ça, c'est une bataille encore qu'il faut mener pour voir la faisabilité sans aussi trop ronger la marge des investisseurs parce que les gens ils viennent aussi, c'est pour faire des affaires comme on dit, quoi. D'accord, le Michael Tougri, Idriss Koumbem le dit sans embâche, il n'est pas satisfait, il estime qu'il y a des niches d'argent à quelque part où on pouvait aller chercher. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une certaine évolution au plan économique durant cette gestion d'une année? Oui, moi je pense qu'il y a eu une évolution. Parce que lorsque vous vous souvenez du discours du président, le président dit quoi? Qu'il y a des gens qui maîtrisent les tests. Parce qu'il y a des sociétés, dès que vous voulez les poursuivre, mais ils maîtrisent nos tests de telle sorte que vous ne pouvez rien faire. Là où ça bougeait concrètement, on a vu un parti politique, un ancien ministre qui a été pris, qui a été jugé pour détournement ou financement illicite de partis politiques. On a vu l'ancien directeur général de la LONABE qui a été jugé parce que la gestion n'était pas bonne. Donc c'est dire qu'actuellement, il y a beaucoup de dossiers sur la table du Premier ministre. Je pense qu'il y a plein de dossiers. C'est-à-dire qu'il faut juste regarder les dossiers, voir ce qu'ils doivent à l'État, leur dire de commencer à payer. S'ils commencent à payer, vous allez voir que les choses vont bouger. Parce qu'aujourd'hui, comme le doyen l'a dit, le gouvernement veut de l'argent ici et maintenant pour faire sa guerre. Qu'est-ce que le gouvernement fait? On augmente du carburant. On sait qu'aujourd'hui, le Burkinabé est obligé de partir chaque matin s'aligner à la pompe pour prendre du carburant. On veut quoi?
Le gouvernement veut de l'argent, on augmente quelque chose sur les opérateurs de téléphonie mobile. Le gouvernement veut de l'argent, c'est de l'argent frais. On veut de l'argent, on augmente la bière. Et que fait-on du panier de la ménagère qui est en souffrance? Oui, mais le gouvernement veut de l'argent pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre guerre. Voilà, tu vois, c'est notre guerre. Si vous dites que, bon, il y a telle personne, peut-être qui doit, comme il a dit, le reste à recouvrer. La personne vient te dire, oui, je vais payer, mais je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez saisir sa maison? Est-ce que vous pouvez saisir ses biens? Il dit qu'il reconnaît qu'il doit. Moi, ce que tout le monde dit est juste, mais je pense que là où cette transition va échouer, c'est si elle n'est pas très regardante sur la corruption. Parce qu'on ne peut pas être en guerre pendant que les gens font le sacrifice de leur vie ou même sacrifient une partie de leur revenu. Il y en a peut-être qui bientôt ne mangeront pas peut-être 3 fois par jour parce qu'une partie des revenus a été affectée à l'effort de guerre. Et si dans le même temps, l'opinion constate qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches et il ne se passe rien, là c'est comme si on s'est tiré une balle au pied. Et là je pense que sur le terrain, et pareil l'a abordé, sur le terrain de la lutte contre la corruption, il faut effectivement que s'il y a des cas avérés de corruption, que les personnes incriminées répondent. Maintenant, moi j'ai une autre approche par rapport à la lutte contre la corruption. Et comme on a dit, l'État veut l'argent. Si on vous prend la main dans le sac, l'objectif là, pour moi, l'objectif c'est pas de vous mettre en prison, vous priver de votre liberté, mais c'est que vous nous garantissiez le remboursement de ces par un moyen ou par un autre, parce que nous, on en a besoin. Voilà, je pense que ça aussi, c'est des initiatives qu'on peut mettre sur la table pour que ça peut permettre de renflouer, même si ce n'est pas tout l'argent qui est parti, ça peut permettre de recueillir quand même des fonds. Il y a des gens qui préfèrent payer que d'aller en prison, hein. Voilà, donc ils vont, ça va être leur contribution à l'effort de guerre, et c'est tant mieux pour tout le monde. Vous semblez ne pas avoir le même avis. Non, pas que j'ai pas le même avis, c'est juste pour insister là-dessus, parce que ça peut paraître banal, surtout dans un contexte de guerre, mais surtout dans un contexte où en fait, on essaie de faire un rapprochement entre le pouvoir actuel et puis le pouvoir de la révolution d'août 83. C'est pourquoi je dis que c'est assez scandaleux. Parce que on peut ne pas être d'accord avec des médias qui ont traité d'affaires de corruption dans le gouvernement, mais vous avez vu la réaction, même d'une certaine partie de l'opinion, les gens vous disent qu'ils n'ont qu'à tout prendre. Donc, quand on se trouve dans cette situation, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Ça va seulement dans les affaires de ceux qui prennent dans les caisses de l'État, mais que même par notre comportement. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, même sous Roch Kaboré, et où on était dans une situation d'ingouvernance, comme le disent certains, mais les gens étaient très stricts par rapport au bien public. Vous avez vu ces débats qu'on a eu par rapport à des voitures et autres qu'on a acheté pour l'État. Il y a eu l'affaire comment ça s'appelle, l'action sociale. Il y a eu les petites voitures des talismans qu'on a achetés. Vous avez vu même avec Salif Diallo l'affaire des tablettes. Où on a exigé que l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui a été contraint de remettre justement ces tablettes. Tout ça, ça s'est passé au Burkina. L'affaire de voitures de 96 millions, mais c'est combien de milliards pour une ministre, etc. Ça, c'était les Burkinabés. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'avec le niveau de vie qu'on a, avec toutes les difficultés qu'on a, que des gens puissent se permettre un certain nombre de choses. Cette même rigueur, en réalité, on doit l'observer. Mais si vous constatez, il y a des lois même par rapport à une loi qu'on a adoptée par rapport à la méritocratie. Mais par rapport à la mise en œuvre, vous posez beaucoup de questions. Parce qu'il n'y a pas longtemps au Burkina, pour les DG, on passait par des candidatures. Tout ça, ça a cessé. On peut dire que c'est pour les besoins de la guerre, mais ce n'est pas la promotion de la méritocratie. Pire, vous avez cette affaire en suspens au niveau de l'ONEA, qui n'est pas du tout, même au temps de Roch Kaboré, je crois que les gens n'allaient pas du tout accepter. Mais vous avez vu que le DG, il a été contesté. Malheureusement, le gouvernement n'a pas reconnu justement qu'il y avait problème. Il suffit seulement de regarder la rencontre qu'il y a eu entre le ministre de la fonction publique, le ministre d'État, et la section CGTB de la NONAB. Donc, pour moi, ça, ce sont des éléments, je trouve que c'est vraiment très grave, scandaleux, pour un régime quand même qui veut prôner
la méritocratie et surtout la lutte, en fait, un certain nombre de valeurs dignes de, comment dirais-je, du Burkinabé. Donc il va falloir qu'on soit très regardant. Ce sont des lieux, encore une fois, où on peut se faire beaucoup de ressources. Pour parler de la question de la mine, vous ne pouvez pas imaginer qu'encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme débat, et que rien n'ait bougé par rapport, par exemple, à l'inspection au niveau des mines. Ça a été un grand combat que les gens ont mené. Les gens ont voulu quand même qu'il y ait un changement. Vous ne pouvez pas, dans ce contexte-là, vouloir que ce soit les mines qui s'occupent pratiquement de tout, qui convoient ceux qui doivent faire l'inspection sur les sites et vouloir de la transparence. Donc il y a un certain nombre d'éléments. En fait, ça commence à l'interne. Donner les moyens au ministère des Mines, parce qu'il y a aussi cette bagarre entre le ministère des Mines et puis le ministère de l'Économie, mais qu'il y ait de la transparence, mais que les agents du ministère des Mines puissent faire convenablement leur travail, aller inspecter sans que ce ne soit les mines qui les y convoient. Il y a eu des situations où les gars s'en vont et ils trouvent que ce qui a été présenté comme rapport, c'est pas normal. Ils disent signe pas, ben on dit si tu ne signes pas, on ne va pas te ramener chez toi. Donc tu vas rester là-bas. Donc, mais c'est inimaginable que toutes ces pratiques continuent, en tout cas, ou qu'on n'en parle pas encore dans ce contexte-là. Donc pour moi, Sankara, là où Sankara devrait nous inspirer, c'est qu'on dise, bon, par rapport à la corruption et à la question des déclarations de biens, qu'on montre l'exemple à ce niveau, et la rigueur. Vous estimez que l'exemple n'a pas été suivi par le gouvernement de transition? Je trouve qu'on ne voit pas suffisamment sur le terrain. Donc je trouve qu'on a beaucoup à faire au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. D'accord. Nous évoluons inexorablement vers la fin de l'émission. Il y a cet autre aspect en termes de bilan, s'agissant de la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Comment vous avez apprécié la collaboration entre le régime de transition et les médias durant ces une année de gestion? Idrissa Koumbam. Bon, c'est difficile, mais de façon générale, il faut dire que la collaboration a été, ou bien est très tendue, dure et difficile, parce qu'il vous souviendra que dès les premières heures, on a dit que les médias, le concept de patriotisme, le journaliste de patriotisme a commencé dès les premières heures où on a estimé qu'il y a certains médias ou bien les médias dans leur globalité ne font pas suffisamment, n'accompagnent pas suffisamment. Et je crois que le débat a été posé et il y a eu des déclarations des OPM pour en tout cas alerter un certain nombre de situations sur le comportement même qu'on a observé vis-à-vis des journalistes qui étaient sur le terrain. On a supprimé par exemple la couverture des conseils de ministres et autres. Aujourd'hui, beaucoup d'activités de la présidence. Depuis l'ère d'Amiba. Voilà. Mais bon, tout c'est le MPSR. Et si ce n'est pas bien, il ne faut pas continuer dans cette lancée-là, en fait. Et même aujourd'hui, les grandes activités de la présidence, je ne sais pas comment, mais quand vous lisez les journaux, c'est toujours signé une direction de la communication. Le doyen Paré avait dit ici que voilà, un média qui se résout à publier des communiqués, ça devient du terrorisme éditorial. Voilà, donc on a essayé d'une manière ou d'une autre à écarter, à mettre à la touche beaucoup de médias et on veut transformer les médias maintenant en des agents de communication en fait. Ça veut dire on fait les productions, on vient, on vous donne, on vous dit de diffuser. En fait, c'est ça que l'on constate dans la grande majorité. Et il y a les médias qui ne veulent pas ou bien qui en tout cas essayent de défendre le métier, de respecter les règles. Voilà, c'est ceux-là bien entendu qu'on appelle de médias d'apatrides, on qualifie les journalistes. Bon, mais je crois que dans l'ensemble, on jette la patate chaude aux médias, on trouve un bouc émissaire parce qu'ils ont une petite parcelle de pouvoir, parce que c'est le quatrième pouvoir, ils critiquent et les gens ne veulent pas, qu'on porte des regards souvent un peu négatifs sur ce qu'ils font, c'est tout à fait normal et logique, on le comprend, mais c'est en écoutant les médias, c'est en prenant en compte les critiques que les journalistes font qu'on pourra véritablement aussi sortir de la situation. Et je crois que de par le passé, dans beaucoup de situations, les médias en tout cas ont vraiment contribué et vraiment c'est avec leur contribution qu'on a certains acquis qu'on a sur le terrain. Il parlait autant de rock à faire des tablettes, les véhicules, les médias en ont pris et c'est ça aussi le rôle du média en tant qu'un instrument de veille citoyenne et pour sensibiliser en fait la population. D'accord. Alors Michael Tougli, en termes de collaboration entre le régime de transition et les médias, quel bilan est-ce que vous faites durant ces une année? Mais le bilan, c'est-à-dire que la collaboration est très difficile entre les médias et puis le gouvernement parce que le ministre de la Communication avait déjà donné le ton. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Aujourd'hui, je vous demande que devient le Conseil supérieur de la communication. Le CSC fait quoi?
on a pratiquement, c'est vrai que quand je regarde, on a pratiquement dépouillé le CSC de ses compétences. Quand il y a quelque chose à faire, c'est le ministère qui s'assume. Le CSC s'assumait lorsqu'il fallait suspendre. Je pense que la chaîne française LCI, c'est fini. Tout le reste, c'est le gouvernement qui s'assume, qui décide. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on traite les médias selon l'angle politique. On ne regarde plus ce que les médias font, parce que la décision du ministre de la Communication de fermer un média, c'est une décision politique. Alors que le CSC, il y a des grilles de lecture. Souvent même, les gens pensent que entre les médias et puis le CSC, c'est le parfait amour. Ce n'est pas vrai. Souvent, il y a la bagarre entre certains organes de presse et le Conseil supérieur de la communication. Mais on finit toujours par s'arranger sur les médias à fauter. Les médias reconnaissent sa part de responsabilité et puis dit ne peut recommencer. Mais actuellement, avec le gouvernement, souvent même lorsque vous écrivez quelque chose, il faut chercher les mots, parce que vous-même vous dites, mais attends, si j'utilise ce mot, est-ce que après ça ne va pas créer beaucoup de difficultés? Comme vous l'avez dit, conseil des ministres, on ne parle plus. Sous Damiba, on partait au conseil des ministres, au palais de Kossia, on partait, on faisait le conseil des ministres, les membres du gouvernement venaient répondre aux questions. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous avez déjà vu quel ministre qui vient sur un média privé? Ils ne viennent pas. Quand vous les convoquez, ils ne viennent pas. C'est comme s'ils se sont partagés. Il y a tout de même certains ministres qui y vont. Exemple. Ministre des Sports. C'était quand? Depuis 2 mois à peu près. Regardez ces derniers mois. C'est comme s'ils se sont partagés une certaine information. Ils ne viennent plus sur les médias privés. Parce qu'ils estiment peut-être que les médias... Non, c'est parce que le gouvernement, il faut de temps en temps écouter au moins ce que les médias disent, que ce soit privé, que ce soit public. C'est ce qui permet souvent de redresser la barre. Souvent, on peut utiliser les médias même pour accompagner le gouvernement. On a l'impression que le gouvernement a peur des médias. Souvent, on organise des rencontres, on dit non, qu'on n'a rien contre les médias, que non, on n'a rien contre vous. Mais après, on voit que c'est très très difficile de collaborer, très délicat. D'accord. Alors, Abdoulaye Tao, finalement, en termes de collaboration, qu'est-ce que vous retenez? C'est un peu compliqué. Je pense qu'il ne faut pas oublier que sous le MPSR 2, il y a eu, je ne vais pas dire changement de paradigme. Changement de paradigme. Parce que si vous regardez très bien, ce n'est pas le gouvernement qui au début menaçait les gens. Quand on sortait des plateaux de télé, c'était des individus que nous on pensait que s'ils osaient le faire, c'est vrai, c'était des supporters du MPSR 2, mais on a surtout attiré l'attention du gouvernement que ça commence comme ça et ça va mal finir. Parce que si des journalistes qui sont victimes de menaces parce qu'ils ont tenu des propos sur un plateau, ça veut dire quoi? Qu'on ne veut plus qu'ils tiennent ce genre de propos sur un plateau. Donc, on est en train de museler d'une certaine façon les panélistes qui sont sur les plateaux. Et on a dit au gouvernement, attention, il y a des plaintes qui sont posées. La bonne foi du gouvernement consisterait dans ce cas-là à poursuivre, à élucider. Et le dernier en date, je crois que c'est le président de la CEP qui a fait l'objet de menaces. Il y a des sons audio, tout ça, qu'il a pu obtenir. Ça a été reversé, il y a une plainte qui a été posée. Donc, quelque part, c'est un challenge pour le gouvernement pour dire, bon, nous, on ne se reconnaît pas dans ce type de menaces. Parce que le gouvernement, ouvertement, n'a jamais menacé un média. Le ministre a dit qu'il y a des lignes rouges. Bon, moi j'ai pris pour qu'on ne soit pas daltonien et qu'on voit très bien les lignes rouges pour ne pas les franchir. On est en guerre. Donc il y a des choses que nous on sait pertinemment qu'on ne peut pas dire au nom de l'intérêt de l'État, au nom du secret militaire, au nom du secret économique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc c'est à nous de faire cet effort-là. Mais il faut arrêter de diaboliser les médias. Parce que moi je ne vois pas, quand vous regardez la presse, on a l'une des presses les plus performantes de la sous-région. C'est pas une presse qui jette systématiquement les gens en pâture comme dans les autres pays. Je ne vais pas donner de nom en termes de diffamation, de règlement de compte par personne. C'est très rare. Donc nous, on continue de garder notre profil de médias professionnels. On va faire attention à ce que le ministre a dit, les lignes rouges, en espérant que personne ne va franchir les... Mais là où on ne va pas marchander, c'est notre liberté d'expression. Si en tant que journaliste, j'estime que ce que je suis en train d'écrire ou de dire est conforme à l'éthique et à la déontologie, ne menace pas les intérêts du pays, je peux l'écrire.
D'accord, alors 1 minute d'émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration, Ousmane Pari? Pourtant, j'avais beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est exécrable, en fait, la relation entre le pouvoir actuel et les médias. Et ça a commencé avec les questions de jeu de mots. Je me rappelle les premières rencontres du MPSR avec les partis politiques, les OSC, où les médias n'étaient pas conviés. Et je crois que c'est Omega qui s'est hasardé à traiter la question en donnant la parole donc, à un qui a participé. Et ça a coïncidé avec cette question de manœuvre de déstabilisation. Je crois que Omega a parlé de tentative de coup d'État. On dit que ce n'était pas tentative de coup d'État, c'était un jeu de mots. Donc ça a commencé. Et je crois aussi que c'est la résultante de ce que moi j'ai appelé une stratégie de décrédibilisation des médias qui a commencé depuis sous le MPP et qui a été entretenu par le MPSR 1 pour son coup d'État en montant en fait les médias, en fait les populations contre les médias et en favorisant l'émergence des activistes. C'est ça, en fait, c'est le fond du problème. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça a été cette bagarre au point où au sein de l'armée. Et c'est là, je dis, je prie Dieu qu'on ait le procès justement des coups d'État, de tout ce qui s'est passé pour savoir exactement comment des gens ont donné des informations top secret à des individus juste pour qu'ils puissent monter en puissance, même par rapport à la situation sécuritaire, intégrer des civils dans des groupes WhatsApp de l'armée et qui avaient systématiquement accès à toutes les informations confidentielles, des messages radio qui les balançaient systématiquement. Et au même moment, on les applaudissait et on critiquait les médias. On disait que les médias ne faisaient pas, les journalistes ne faisaient pas leur travail. Rappelez-vous que sous Kaboré, ce qui était plutôt reproché aux médias, c'est qu'ils ne parlaient pas suffisamment de la dégradation de la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche aux médias, c'est qu'ils veulent parler de la dégradation de la situation sécuritaire. Ce que je dis, c'est que tout cela a été entretenu. C'est assez long, mais ce sera très grave si on arrive à un certain moment à empêcher les gens de s'exprimer. Vous savez, les choses s'expriment de plusieurs manières. On peut les contenir, c'est comme du gaz. Plus vous parlez, plus vous vous libérez. C'est comme les pleurs, ça permet de se libérer. Si vous contenez vos pleurs, ça peut créer d'autres problèmes. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également aux équipes techniques de réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.